Alors que certaines personnes affichent leur pouvoir, leur richesse et leur prestige aux yeux de tous, d'autres choisissent d'exercer le pouvoir et tout ce qui l'accompagne de manière un peu plus subtile. Pour cet homme qui tient le monde dans sa paume, rien ne peut arrêter la portée de son influence. Restez avec nous pour découvrir la vérité sur cet homme qui dirige secrètement le monde, le pouvoir et l'influence. Même si vous ne reconnaissez pas facilement son nom, Larry Fink, l'homme qui dirige secrètement le monde, influence votre vie plus que vous ne le pensez. Vous vous souvenez de la publicité Bud Light mettant en scène Dylan Mulvaney? Vous pouvez remercier Larry Fink pour cela, indirectement bien sûr. En 1988, Larry Fink ne finançait pas des publicités accrocheuses, il construisait un empire. Avec 7 associés, il a cofondé BlackRock, une société qui gère aujourd'hui des actifs d'une valeur stupéfiante de 10 000 milliards de dollars. Ce chiffre est si important qu'il dépasse le PIB de tous les pays sauf 2, la Chine et les États-Unis. Grâce à la vision de M. Fink, BlackRock a été introduite en bourse en 1999 et, depuis lors, les actionnaires ont bénéficié d'un retour sur investissement phénoménal de 7000%. En effet, si vous aviez acheté une seule action à l'époque, vous seriez aujourd'hui en pleine possession de vos moyens. Alors que son patrimoine avoisine le milliard de dollars, Larry Fink est secrètement l'un des hommes les plus puissants de la planète. Le parcours de Larry Fink a commencé par une voie apparemment différente. Étudiant en sciences politiques, il ambitionne d'abord d'exercer une influence politique. Mais l'attrait de la finance s'est avéré trop fort. En 1976, il décroche un poste convoité à la First Boston Investment Bank et trouve sa vocation dans le monde très dynamique du négoce d'obligations. C'est là que M. Fink s'épanouit. Contrairement à l'univers plus tapageur de la négociation d'actions, les obligations constituent une nouvelle frontière où son esprit d'analyse excelle. Il est rapidement devenu l'un des plus performants, générant un montant stupéfiant d'1 milliard de dollars pour les résultats de la banque, une somme monumentale pour un jeune professionnel. Mais M. Fink était un observateur attentif. Il a reconnu le pouvoir croissant des ordinateurs et leur potentiel à révolutionner le trading. Nous reviendrons plus tard sur ses motivations. Pour l'heure, parlons de la puissance de Larry Fink dans le monde de la haute finance. La réputation de Larry Fink ne s'est pas construite uniquement sur les milliards qu'il a générés. Il s'est fait connaître comme celui qui murmurait à l'oreille des dettes toxiques. Ce n'était pas un titre prestigieux, mais c'était une compétence précieuse. Il possédait l'étrange capacité de restructurer des dettes complexes et problématiques, un talent qui attirait les entreprises en difficulté vers BlackRock, comme des papillons de nuit vers une flamme. Au fil du temps, BlackRock est devenu la société de référence pour ses manœuvres financières délicates. Cependant, M. Fink ne s'est pas contenté d'avoir de l'expertise. Saisissant l'occasion offerte par la loi de 2000 sur la modernisation des marchés des matières premières et des contrats à terme qui a réglementé les produits dérivés, BlackRock a acquis un avantage considérable. Elle a encore renforcé sa position dominante en rachetant Merrill Lynch Investment Management, élargissant ainsi son champ d'action aux marchés de détail et aux marchés internationaux. Larry Fink, l'étudiant en sciences politiques devenu titan de la finance, avait bâti un empire financier d'envergure mondiale. Puis vint la crise financière de 2008, un tremblement de terre économique mondial. Alors que les entreprises étaient au bord du gouffre et que les gouvernements cherchaient des solutions, l'expertise de Larry Fink est devenue un phare dans la tempête. Même des titans comme Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase, lui ont demandé conseil. Lorsque le gouvernement a demandé à Dimon d'envisager le rachat de Bear Stearns, en faillite, c'est à Fink qu'il s'est adressé. Imaginez l'ampleur de la situation. Le gouvernement américain, qui supervise une économie vaste et complexe, a accès à une multitude de conseillers. Pourtant, en cette période de crise, c'est Larry Fink, l'ancien trader spécialisé dans les obligations et doué pour les dettes toxiques, qui jouit de la confiance des plus hautes sphères du pouvoir. Ce moment charnière a consolidé la position de BlackRock en tant que puissance financière mondiale, et Larry Fink, le modeste étudiant en sciences politiques, en tant qu'architecte principal du paysage financier moderne. La crise financière de 2008 a été le moment décisif pour Larry Fink. Alors que des sociétés comme Lehman Brothers, Bear Stearns et Freddie Mac croulent sous le poids des dettes toxiques, l'expertise de Larry Fink est très demandée. Imaginez la scène, le PDG d'AIG, Bob Benmosh, et le directeur financier David Herzog, réunis autour d'un dîner au Ritz-Carlton de Chicago. AIG, qui était alors le plus grand assureur du monde, venait de bénéficier d'un renflouement stupéfiant de 183 milliards de dollars de la part du gouvernement. Cette nouvelle, associée au fait qu'AIG ne rembourserait plus que 21 milliards de dollars d'intérêts, allait bientôt en faire l'entreprise la plus détestée des États-Unis. Mais à ce moment-là, leur principale préoccupation était de surmonter la crise, et Larry Fink, l'homme qui avait touché Midas pour les dettes toxiques, était leur bouée de sauvetage. Pourquoi Fink ? Parce que BlackRock possède la capacité unique de naviguer dans le paysage perfide des dettes toxiques. C'est à eux que l'on a fait confiance pour démêler l'épave financière, une responsabilité qui les a propulsés, ainsi que Larry Fink, au cœur de la crise.
Ce moment décisif a consolidé la réputation de BlackRock en tant qu'ultime solution aux problèmes financiers et celle de Fink, le modeste étudiant en sciences politiques, en tant que figure puissante et controversée qui façonne l'avenir de la finance mondiale. La crise financière de 2008 n'était pas seulement un test, c'était un moment décisif pour Larry Fink et BlackRock. À l'époque, il gérait un actif respectable, mais pas extraordinaire, de 1300 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 10 000 milliards de dollars. Mais M. Fink, toujours aussi stratège, a vu dans la crise non seulement un défi, mais aussi une opportunité. Alors que d'autres se débattaient, M. Fink a reconnu le potentiel des fonds négociés en bourse, ETF, un nouveau véhicule d'investissement qui gagnait en popularité. Il a positionné BlackRock pour qu'elle devienne un acteur dominant sur ce marché, et sa clairvoyance a été largement récompensée. Aujourd'hui, BlackRock règne en maître, détenant 35% de tous les actifs des ETF dans le monde. Cette domination, associée à leur expertise dans la gestion de situations financières complexes, a consolidé la position de BlackRock en tant que mastodonte financier et celle de Larry Fink, qui a un don pour les choses peu orthodoxes en tant que véritable titan du monde financier moderne. Cette domination n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'une décision calculée d'un leader visionnaire qui a su saisir l'occasion et remodeler à jamais le paysage de l'investissement. Nous sommes en 2020. La pandémie de Covid-19 met l'économie mondiale en péril. La panique s'installe lorsque les taux des obligations d'entreprise montent en flèche, menaçant la stabilité financière. Les entreprises ont du mal à accéder au crédit, ce qui compromet leur capacité à fonctionner. C'est alors qu'entre en scène Larry Fink, un trader obligataire autrefois peu orthodoxe, devenu aujourd'hui un titan de la finance. La Réserve fédérale, confrontée à une crise sans précédent, demande l'aide de Larry Fink. Grâce à sa connaissance approfondie des instruments financiers complexes, Fink devient l'arme secrète de la Banque centrale. BlackRock, par l'intermédiaire de sa plateforme iShares, propose la solution parfaite, les ETF obligataires. Ces fonds négociés en bourse permettaient à la Fed d'acheter stratégiquement des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales et des obligations d'entreprise, soutenant ainsi efficacement l'ensemble du marché. Larry Fink, l'homme qui a commencé sa carrière en défiant les attentes, en préférant les obligations aux actions, a une fois de plus déjoué les pronostics, devenant cette fois l'architecte d'une mission de sauvetage financier historique. Pourquoi la toute-puissante Réserve fédérale a-t-elle eu besoin de l'aide de BlackRock ? Cette situation rappelle celle du gouvernement qui, il y a longtemps, s'est appuyé sur la Chase Bank. La clé réside dans l'expertise. La Fed, bien que puissante sur le plan économique, ne disposait pas des connaissances spécialisées de BlackRock en matière de gestion de dettes complexes. Larry Fink, après tout, a passé des décennies à maîtriser l'art de la gestion de portefeuilles obligataires diversifiés, un ensemble de compétences bien éloignées du domaine habituel de la Fed. Qu'a donc obtenu Larry Fink en échange de ce service crucial ? Tout d'abord, il a reçu la coquette somme de 48 millions de dollars par an pour son travail. Mais surtout, il a gagné quelque chose de bien plus précieux, du crédit social, du pouvoir et de l'influence. Si Larry Fink n'avait peut-être pas besoin de 48 millions de dollars supplémentaires, il était avide de l'autorité et de l'influence que lui conférait le fait d'être le partenaire privilégié de la Fed. Cette influence est directement liée à l'essor des investissements ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous en reparlerons dans un instant. Mais l'ESG est un mouvement dont Fink s'est fait le champion. En aidant la Fed, BlackRock s'est stratégiquement positionné comme l'autorité de référence non seulement sur les marchés obligataires, mais aussi pour façonner l'avenir de la finance elle-même. Il n'y a pas de BlackRock sans Larry Fink, mais voyons quelle est l'influence de BlackRock elle-même. L'immense pouvoir exercé par BlackRock, alimenté par ses 10 000 milliards de dollars d'actifs et ses vastes opérations financières, n'est pas passé inaperçu. Les critiques l'ont surnommée la plus grande banque parallèle du monde, terme désignant les institutions qui exercent des activités bancaires sans être soumises aux mêmes réglementations que les banques traditionnelles. Ce manque de surveillance inquiète certains. En 2020, les représentants américains Katie Porter et Jesus Chuy Garcia ont proposé une législation visant spécifiquement BlackRock et d'autres banques parallèles dans le but de renforcer le contrôle et la transparence de leurs opérations. De son côté, BlackRock affirme que sa taille lui permet d'offrir stabilité et diversification au système financier mondial. La sénatrice américaine Elizabeth Warren a proposé que BlackRock soit qualifiée de « trop grande pour faire faillite ». Elle a notamment recommandé que BlackRock, un géant de la gestion financière institutionnelle et un fournisseur clé d'ETF, soit classé comme « institution financière d'importance systémique » (SIFI). Cette désignation reconnaîtrait son potentiel à mettre en péril l'économie en cas d'effondrement de l'entreprise. La taille de BlackRock et son interconnexion avec le système financier mondial pourraient déclencher un effet domino en cas de faillite. C'est-à-dire à quel point BlackRock est devenue influente dans l'économie mondiale. BlackRock, le mastodonte qui gère la somme hallucinante de 10 000 milliards de dollars, marche sur la corde raide entre le service à la clientèle et l'influence du secteur.
Il investit ces sommes considérables, qui appartiennent souvent à des particuliers par l'intermédiaire de fonds communs de placement comme iShares, dans des sociétés cotées en bourse. Cela crée un réseau complexe, car certaines de ces sociétés peuvent être des concurrents directs. BlackRock, de par sa taille, devient souvent un actionnaire de premier plan, même pour les plus grandes entreprises du monde. La société maintient une distinction claire. Ses actions appartiennent à ses clients, et non à BlackRock elle-même. Des universitaires indépendants soutiennent ce point de vue. Cependant, BlackRock dispose d'un droit de vote important, car elle a le pouvoir d'influencer les décisions des entreprises au nom de ses clients, souvent sans qu'ils aient à donner leur avis. Cette capacité à influencer des secteurs entiers témoigne de la puissance de BlackRock. Avec tout ce pouvoir à sa disposition, BlackRock et son PDG Larry Fink sont souvent la cible de controverses et de théories du complot. Controverses et théories du complot. Larry Fink et certains des fondateurs de BlackRock ont des origines juives. Ce détail a toutefois été transformé en une inquiétante théorie du complot. La rhétorique antisémite dépeint BlackRock, et par extension Fink lui-même, comme faisant partie d'une cabale cachée de financiers juifs contrôlant secrètement le monde. L'idée d'une cabale juive cachée et malveillante contrôlant le monde, souvent appelée conspiration juive internationale ou conspiration juive mondiale, est un trope antisémite persistant et dangereux. Cette théorie, qui a pris son essor à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, est souvent centrée sur un groupe fictif appelé la Juiverie internationale, qui est censé comploter pour dominer le monde. Le contenu de cette théorie du complot est notoirement fluctuant, ce qui la rend difficile à cerner, mais son message central de contrôle juif et d'agenda caché a alimenté les préjugés pendant bien trop longtemps. Un exemple notoire de cette haine est le document fabriqué, les protocoles des sages de Sion, qui a été maintes fois démenti, mais qui continue de circuler dans certains milieux. Mais surtout, Larry Fink fait l'objet d'une controverse en raison de son soutien au GSE. Vous vous souvenez que son influence l'a conduit à être un fervent partisan du GSE ? Eh bien, il semble que ce soutien ait un prix. Le prix à payer pour ce soutien est que Larry Fink se retrouve dans le collimateur du débat sur le changement climatique. Son soutien affirmé à l'investissement environnemental, social et de gouvernance, ESG, a fait de lui une cible pour les critiques conservateurs. L'investissement ESG donne la priorité à des facteurs tels que les initiatives de lutte contre le changement climatique et les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion, en plus des mesures financières traditionnelles. Pour M. Fink, il s'agit d'un moyen d'encourager les entreprises à être des gestionnaires responsables de l'environnement et de la société. Cependant, ses détracteurs affirment que l'ESG injecte des considérations subjectives et politiques dans les décisions d'investissement, risquant ainsi de sacrifier les rendements au profit du bien social. Cela a déclenché un débat acharné, avec Fink au centre, contraint de naviguer à l'intersection complexe de la finance, de la durabilité et de l'idéologie. Larry Fink, l'homme à la tête de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, se trouve pris dans une tempête ESG parfaite. Si son soutien à l'investissement environnemental, social et de gouvernance, ESG, lui a valu des critiques de la part de la droite, la gauche ne chante pas non plus ses louanges. Ses détracteurs considèrent l'ESG comme un stratagème marketing, une simple pincée d'éco-blanchiment dans un paysage financier systémiquement insoutenable. Certains, comme Tariq Fancy, l'ancien directeur du développement durable de BlackRock, comparent cela à offrir de l'herbe de blé à un patient atteint d'un cancer, un geste qui fait du bien, mais qui n'a que peu d'impact sur le problème sous-jacent. M. Fink, pour sa part, reconnaît la nécessité de lutter contre les idées fausses qui entourent les efforts de son entreprise en matière de développement durable. Toutefois, le débat est devenu de plus en plus polarisé, ce qui soulève la question de savoir si l'ESG peut réellement combler le fossé idéologique et ouvrir une nouvelle ère d'investissement responsable. Exprimant ses sentiments à Bloomberg, il a déploré le passage des affaires aux attaques personnelles, soulignant la nature sans précédent des agressions au cours de sa carrière. Les attaques, a-t-il noté, dépassent désormais les critiques professionnelles pour devenir des vilenies personnelles, visant à diaboliser les problèmes plutôt qu'à les aborder de manière constructive. L'association de M. Fink avec l'investissement ESG remonte à 2020, lorsqu'il a souligné, dans sa lettre annuelle au PDG, l'impact profond du changement climatique sur la finance, plaidant pour une réallocation des capitaux vers des stratégies durables. Cette prise de position a suscité l'opposition d'une coalition de plus de 75 dirigeants et élus conservateurs, l'exhortant à revoir sa position. Pour jeter de l'huile sur le feu, M. Fink a récemment réitéré, dans sa lettre annuelle au PDG, sa position sur le développement durable, tout en introduisant le concept de capitalisme des parties prenantes, qui souligne l'importance de servir les employés, les clients et le public, en plus des actionnaires. Cette approche, qualifiée de capitalisme de réveil par les critiques, a intensifié la controverse. Le trésorier de l'État de Louisiane, John Schroeder, a pris des mesures décisives en retirant près de 800 millions de dollars de fonds publics à BlackRock en raison de la position de M. Fink en matière d'ESG. Dans la foulée, le directeur financier de Floride, Jimmy Patronis, a choisi de désinvestir 2 milliards de dollars des fonds de son État.
ce qui a encore aggravé le désaccord sur les principes ESG dans les stratégies d'investissement. Dans une déclaration annonçant sa décision, M. Patronis a fait remarquer que le capitalisme des parties prenantes ou les normes ESG soient défendues par BlackRock à des fins idéologiques ou pour établir des notations sociales. Le résultat est un évitement de la confrontation avec les complexités de la démocratie. M. Fink a reconnu que BlackRock avait perdu environ 4 milliards de dollars en flux provenant de différents États l'année précédente en raison de sa position en matière d'ESG. Toutefois, il a souligné qu'en termes de flux à long terme, la société a recueilli plus de 400 milliards de dollars. Malgré l'afflux substantiel dans ces fonds, les actifs sous gestion de BlackRock, qui ont culminé à plus de 10 000 milliards de dollars, sont tombés à 8 590 milliards de dollars. Tout comme son PDG, BlackRock a dû faire face à son lot de controverses et de théories du complot. Outre le fait qu'elle est perçue comme faisant partie de la conspiration juive internationale, BlackRock est considérée comme une menace par certains théoriciens du complot. Les prix de l'immobilier montent en flèche et les responsabilités sont multiples. L'un des coupables souvent cités est l'investisseur institutionnel, comme BlackRock, accusé de s'emparer des maisons individuelles et de faire grimper les prix. Les théories du complot abondent, dépeignant BlackRock comme une force obscure, manipulant le marché du logement à des fins néfastes. L'influence de BlackRock s'est accrue, tout comme les théories du complot qui l'entourent. Certains prétendent que BlackRock contrôle tous les aspects de notre vie, citant ses vastes participations dans de nombreuses entreprises et la présence d'anciens employés de BlackRock à des postes gouvernementaux. Ce récit de l'état profond dépeint l'image d'un marionnettiste obscur tirant les ficelles de l'économie mondiale. Une autre affirmation farfelue attribue à BlackRock l'effondrement de la crypto-monnaie Terra. Terra, la plateforme de crypto-monnaie au centre de la théorie du complot de BlackRock, n'était pas une monnaie numérique comme les autres. Il s'agissait d'une stablecoin algorithmique, ce qui signifie que sa valeur était liée à d'autres actifs, comme le dollar américain. Cela promettait une certaine stabilité dans un marché notoirement volatile, permettant aux utilisateurs de dépenser, d'épargner, de négocier ou d'échanger des pièces Terra en toute transparence. C'est là qu'intervient BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Une vidéo TikTok désormais tristement célèbre, datant de mars 2022, prétendait que BlackRock, grâce à ses vastes avoirs, contrôlait Terra et, par extension, notre capacité à dépenser, à épargner et à commercer. La vidéo, intitulée « La seule entreprise qui contrôle votre vie est le gouvernement », est devenue virale, alimentant les flammes de la conspiration. Une théorie conspirationniste marginale circulant sur Facebook prétend que BlackRock détient 59,5 millions d'actions de Dominion, comme l'indique un message. En outre, le message affirme que BlackRock possède 45,7 millions d'actions de Fox. Pour ajouter à l'intrigue, il suggère que BlackRock a entamé une action en justice contre elle-même et a licencié Tucker Carlson dans le cadre de ce procès. La déclaration fait allusion à l'action en justice intentée par Dominion Voting Systems contre Fox News, qui s'est soldée par un règlement d'un montant princier dépassant 700 millions de dollars. À la suite de ce développement, Fox News a annoncé le départ de Tucker Carlson. Les théoriciens du complot se sont emparés de ces événements et les ont prétendument reliés à BlackRock. En 2021, BlackRock s'est retrouvé dans la ligne de mire de ses détracteurs. En août 2021, BlackRock a franchi une étape importante en lançant son premier fonds commun de placement spécialement conçu pour les investisseurs particuliers en Chine. Cette réussite ne concerne pas seulement BlackRock, elle représente également un moment clé pour le secteur financier chinois. BlackRock est devenue la première société de gestion d'actifs étrangères autorisée par le gouvernement chinois à exploiter une filiale à 100% sur l'énorme marché des fonds communs de placement du pays, qui représente 3 600 milliards de dollars. Le fonds lui-même a suscité un immense intérêt, attirant plus d'1 milliard de dollars de la part de 111 000 investisseurs chinois au cours de sa période de souscription écourtée. Mais cet accueil enthousiaste contrastait fortement avec les inquiétudes exprimées par l'investisseur milliardaire George Soros, qui, dans un article publié dans le Wall Street Journal, estimait que l'aventure de BlackRock en Chine était une erreur tragique, susceptible de nuire aux intérêts de la sécurité nationale des États-Unis et d'autres démocraties. Un groupe de défense des droits des consommateurs, Consumers First Initiative, a lancé une campagne de plusieurs millions de dollars visant directement le géant financier BlackRock. Leur message principal ? BlackRock investit massivement en Chine, s'acoquinant avec le Parti communiste chinois, PCC, tout en faisant la leçon aux consommateurs américains sur le changement climatique et les questions de justice sociale. Cette hypocrisie perçue est le moteur de la première phase de la campagne, qui utilise des publicités télévisées et des panneaux d'affichage stratégiquement placés dans la ville de New York. La publicité diffusée à l'échelle nationale, intitulée « Parier sur la Chine », critique les liens étroits entre BlackRock et le PCC et soulève des inquiétudes quant aux conséquences potentielles pour les intérêts américains. En décembre 2021,
Les sourcils se sont à nouveau froncés après la publication d'informations selon lesquelles BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, détenait des investissements dans 2 entreprises chinoises figurant sur la liste noire du gouvernement américain. Ces entreprises ont été signalées pour des violations troublantes des droits de l'homme à l'encontre des musulmans ouïghours dans la province chinoise du Xinjiang. La situation est devenue encore plus controversée lorsqu'il a été révélé que BlackRock avait en fait augmenté son investissement dans l'une des sociétés inscrites sur la liste noire, Hikvision, à la suite des sanctions. Cette décision a jeté le doute sur l'engagement de BlackRock à respecter les principes de l'investissement éthique et a suscité des critiques de la part de ceux qui estimaient que la société privilégie le profit au détriment des droits de l'homme. En 2023 également, les investissements de BlackRock en Chine ont fait l'objet d'un examen minutieux qui s'est intensifié de façon spectaculaire. La commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis sur le Parti communiste chinois a lancé une enquête officielle sur les investissements de l'entreprise. La commission s'est concentrée sur les investissements de BlackRock dans des entreprises chinoises accusées de violations flagrantes des droits de l'homme. En outre, elle a examiné les liens potentiels entre ces entreprises et l'Armée populaire de libération, l'armée chinoise. Cette enquête a marqué une évolution importante, soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'alignement des investissements de BlackRock sur les intérêts de sécurité nationale et les pratiques éthiques. Malgré ces controverses et ces théories du complot, Larry Fink et BlackRock ont certainement parcouru un long chemin. Comment tout cela a-t-il commencé? Leur histoire. Les racines de Larry Fink remontent à une enfance californienne qui a commencé le 2 novembre 1952. Élevé à Van Nuys, l'un des 3 enfants d'un foyer juif, ses années de formation ont été influencées par un ensemble d'expériences diverses. Sa mère, Lila, était professeure d'anglais, ce qui a probablement favorisé ses aptitudes à la communication, tandis que son père, Frédéric, était propriétaire d'un magasin de chaussures, ce qui a peut-être éveillé un intérêt précoce pour le commerce. Les études de M. Fink ont pris racine à l'UCLA, où il obtient une licence en sciences politiques en 1974. Il perfectionne son sens des affaires en obtenant un MBA en immobilier à la UCLA Anderson School of Management en 1976, jetant ainsi les bases de sa future carrière. Le parcours financier de Larry Fink commence en 1976 chez First Boston, une prestigieuse banque d'investissement new-yorkaise. Il y joue un rôle de pionnier sur le marché en pleine expansion des titres adossés à des créances hypothécaires, devenant l'un des premiers négociants de cet instrument financier novateur. Son talent et sa perspicacité sont rapidement reconnus, ce qui l'amène à diriger l'ensemble du département obligataire de la banque. Le leadership de M. Fink ne se limite pas à la gestion de portefeuille. Il a siégé au comité de direction de la banque et a porté le titre prestigieux de directeur général. Son esprit d'entreprise s'est manifesté par la création du département des contrats à terme et des options, signe de sa compréhension des tendances financières émergentes. En outre, il a dirigé le groupe des produits hypothécaires et immobiliers, consolidant ainsi son expertise sur le marché même qui a lancé sa carrière. Au début de sa carrière à First Boston, le talent de Larry Fink pour naviguer dans le monde financier était indéniable. Les rapports le créditent d'avoir considérablement augmenté les actifs de la banque d'un montant impressionnant d'$1 milliard, ce qui témoigne de son acuité stratégique. Cependant, son succès n'a pas été sans revers. En 1986, son département subit une perte de $100 millions en raison d'une prévision inexacte des taux d'intérêt. Cette expérience s'est révélée être un moment charnière pour M. Fink. Elle lui a fait prendre conscience de l'importance de stratégies solides de gestion des risques, un principe qui allait devenir la pierre angulaire de sa future approche de la gestion des investissements. Ce revers a renforcé sa détermination à créer une société qui privilégie non seulement les rendements, mais aussi un cadre complet pour atténuer les risques. Ce moment décisif façonnera la trajectoire de sa carrière et l'amènera à cofonder BlackRock, une société qui redéfinit le paysage de la gestion d'actifs. En 1988, l'esprit d'entreprise de Larry Fink prend le dessus. Associé à d'autres personnes sous l'égide du Blackstone Group, il a cofondé BlackRock, une société destinée à devenir un géant de la finance. Larry Fink n'est pas seulement un fondateur, il prend les rênes de l'entreprise en tant que directeur et PDG, démontrant ainsi sa foi inébranlable dans le potentiel de l'entreprise. Lorsque BlackRock est devenue indépendante en 1994, le leadership de M. Fink est resté inébranlable. Il a conservé son poste de PDG et est devenu président du conseil d'administration en 1998, consolidant ainsi sa position à la tête de l'entreprise. Son dévouement à BlackRock ne s'est pas limité à ses titres. Il a été président du conseil d'administration, a dirigé le comité exécutif et le comité de direction, a présidé le conseil d'entreprise et a présidé le comité des clients mondiaux. L'introduction en bourse de BlackRock en 1999 a marqué une étape importante et la vision et le leadership de Larry Fink ont indéniablement contribué à guider la société jusqu'à ce stade. L'influence de Larry Fink s'est étendue au-delà des murs de BlackRock. En 2003,
Il s'est imposé comme une figure clé de la gouvernance d'entreprise. Lorsque Richard Grasso, PDG de la Bourse de New York, s'est trouvé confronté à un tollé public en raison de sa rémunération exorbitante de 190 millions de dollars, M. Fink a joué un rôle crucial dans la négociation de la démission de M. Grasso. Cette décision a fait de M. Fink un champion de la rémunération responsable des dirigeants. De retour chez BlackRock, M. Fink a orchestré une opération transformatrice en 2006, en fusionnant avec Merrill Lynch Investment Managers. Cette opération stratégique a permis à BlackRock de doubler son portefeuille de gestion d'actifs et de consolider sa position de puissance financière. La même année, BlackRock s'est lancé dans l'immobilier en acquérant Stuyvesant Town Peter Cooper Village pour un montant record de 5,4 milliards de dollars, soit la plus grosse transaction de l'histoire des États-Unis dans le domaine de l'immobilier résidentiel. Toutefois, ce projet ambitieux a dû faire face à des difficultés imprévues et s'est finalement soldé par un défaut de paiement, entraînant des pertes pour les clients de BlackRock, dont une lourde perte de 500 millions de dollars pour le California Pension and Retirement System. À la suite de la crise financière dévastatrice de 2008, le gouvernement américain a fait appel à l'expertise de BlackRock. La société, sous la direction de M. Fink, s'est vue attribuer un contrat gouvernemental pour contribuer à la reprise économique. Cette décision a suscité un certain émoi en raison des relations de longue date qu'entretient M. Fink avec des personnalités gouvernementales de premier plan. Les critiques ont mis en évidence des conflits d'intérêts potentiels, d'autant plus que le contrat a été attribué sans appel d'offres. Ces inquiétudes ont été alimentées par le développement ultérieur de liens étroits entre BlackRock et l'administration Obama. M. Fink aurait aspiré à devenir secrétaire au Trésor sous Hillary Clinton en 2016. En outre, BlackRock a stratégiquement renforcé son association avec le gouvernement fédéral en embauchant de nombreux anciens fonctionnaires de l'administration Obama. En décembre 2009, l'ascension fulgurante de BlackRock s'est poursuivie avec l'acquisition de Barclays Global Investor, consolidant ainsi sa position de leader incontesté de la gestion financière dans le monde. Malgré son immense pouvoir financier, M. Fink reste relativement discret, ses apparitions sur CNBC constituant sa principale incursion sous les feux de la rampe. La majeure partie de l'histoire de BlackRock est le reflet de la carrière de Larry Fink après la création de ce qui allait devenir le géant de la finance. En 1988, une équipe de 8 personnes, dont Larry Fink, Robert Capito et Susan Wagner, a entrepris de révolutionner la gestion d'actifs. Leur vision ? BlackRock est une société qui donne la priorité à la gestion des risques pour les clients institutionnels. Cette vision n'est pas née d'un coup de baguette magique. M. Fink et ses collègues, vétérans de First Boston, avaient été les premiers à constater les dangers du marché des titres adossés à des créances hypothécaires. Une perte de 90 millions de dollars subie sous la direction de M. Fink a notamment mis en évidence la nécessité de mettre en place des pratiques solides de gestion des risques. Déterminés à faire mieux, ils ont cherché un financement auprès de Pete Peterson du Blackstone Group, qui croyait en leur approche axée sur le risque. Peterson a d'abord appelé la société Blackstone Financial Management et a fourni une bouée de sauvetage de 5 millions de dollars en échange d'une participation de 50%. Le pari a rapidement porté ses fruits. En quelques mois, l'entreprise réalise des bénéfices et, en 1989, ses actifs atteignent le montant stupéfiant de 2,7 milliards de dollars, soit un quadruplement de son capital initial. Cette croissance impressionnante a également permis à Blackstone de réduire sa participation à 40%, renforçant ainsi le contrôle de M. Fink et de son équipe sur cette puissance financière en plein essor. Les premières années de BlackRock ont été marquées par une croissance explosive et une décision clé qui a façonné son avenir. En 1992, la société, qui s'appelait alors Blackstone Financial Management, gérait 17 milliards de dollars et envisageait une introduction en bourse. Cependant, un désaccord est apparu entre Fink et Schwarzman sur la manière de partager le capital avec les nouvelles recrues. M. Fink envisageait une approche plus inclusive pour attirer les meilleurs talents, tandis que M. Schwarzman donnait la priorité au maintien de la participation de Blackstone. Cette discorde a finalement conduit Blackstone à vendre sa participation dans BlackRock en 1994, une décision que Schwarzman a regrettée par la suite. La société nouvellement indépendante, qui porte désormais le nom de BlackRock, poursuit sa trajectoire ascendante et gère 53 milliards de dollars à la fin de l'année 1994. BlackRock a fait ses débuts en bourse en octobre 1999 avec une introduction en bourse qui a valorisé la société à 14 $ par action. À la fin de l'année, les actifs gérés atteignent le chiffre stupéfiant de 165 milliards de dollars. La croissance n'a pas été uniquement organique. Des acquisitions stratégiques ont alimenté l'essor de BlackRock. En 2000, BlackRock Solutions, la branche de la société spécialisée dans l'analyse et la gestion des risques, a vu le jour. Des acquisitions telles que State Street Research and Management en 2005 et la fusion avec Merrill Lynch Investment Managers en 2006 ont encore renforcé la position de BlackRock en tant que puissance financière.
Lors de la crise financière de 2008, BlackRock a joué un rôle essentiel. Le département du Trésor américain et la Réserve fédérale ont fait appel à son expertise pour gérer les actifs en difficulté et superviser le règlement de la dette massive de Bear Stearns et d'AIG, consolidant ainsi la réputation de BlackRock en tant qu'acteur clé du paysage financier mondial. En 2009, BlackRock s'est hissé au sommet du monde de la gestion d'actifs. La croissance de BlackRock s'est poursuivie à un rythme soutenu dans le sillage de la crise financière. En 2010, la société a racheté l'unité Global Investors de Barclays, ce qui lui a permis d'acquérir la plateforme d'ETF eShares, leader du secteur, tandis que Barclays détenait une participation importante dans BlackRock. Ce mouvement stratégique a consolidé la position de BlackRock en tant qu'acteur de premier plan. Leur influence s'est encore accrue en 2011, lorsqu'ils ont rejoint le prestigieux indice boursier S&P 500. En 2014, BlackRock est devenu le roi incontesté de la gestion d'actifs, supervisant un montant stupéfiant de 4 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Tout au long de cette période, BlackRock a conservé une solide réputation, gagnant une place sur la liste des 50 sociétés les plus admirées de fortune en 2013. L'influence de BlackRock a continué à s'étendre dans les années 2020. En 2020, elle a été choisie par la Réserve fédérale pour gérer des programmes cruciaux d'achat d'obligations pendant la pandémie de Covid-19, consolidant ainsi son rôle dans la stabilité économique mondiale. Elle est également entrée dans l'histoire en Chine, en devenant le premier gestionnaire d'actifs mondial à obtenir l'autorisation d'exploiter un fonds commun de placement dans le pays. La stratégie d'investissement de BlackRock a également fait preuve de diversification. Tout en réduisant sa présence en Inde, elle a continué à soutenir les startups indiennes et, en 2023, elle a été chargée de vendre les actifs de grandes banques à la suite de la crise financière mondiale. Son engagement en faveur du développement durable est manifeste dans son partenariat avec la Nouvelle-Zélande pour créer un fonds d'investissement dans les énergies vertes. En outre, BlackRock a fait son entrée dans l'espace des crypto-monnaies, en déposant des demandes pour des ETF Bitcoin et Ethereum, le premier ETF Bitcoin ayant connu un succès rapide. Son engagement en faveur de la croissance se poursuit avec l'acquisition en 2024 de Global Infrastructure Partners, une décision qui souligne l'importance qu'elle accorde aux stratégies d'investissement à long terme. Larry Fink a fait passer BlackRock du statut de jeune entreprise à celui de géant de la finance, tout en restant relativement discret. Que pensez-vous de Larry Fink et de BlackRock ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Pour visionner d'autres vidéos au contenu intéressant, cliquez sur l'une des cartes qui s'affichent sur votre écran.